La virgule fait le point, vous le savez bien. Cette fois-ci, on part sur les Sixers, mon équipe préférée qui va mal, les gars. On est obligé de faire le point. Oui, heureusement que la virgule fait le point, parce que là, il y en a des choses à dire. Beaucoup. Tout va très mal. Ça fait très longtemps. Alors, on sait que les Sixers, c'est une équipe souvent problématique. Le trust de process, le fameux. Là, Lucas, ça va très mal. Ils sont en 3-14. Il y a un leader à l'agonie. Ça parle d'un trade. Tu vas chercher Paul George en disant fou, putain, on respire. Rien, ils sont en 3-14, quoi. 3-14. Si tu vas faire un bref résumé sur les 5 derniers matchs, c'est 4 défaites, 1 victoire. Une belle victoire quand même, parce que c'était 30 points de McCain. Mais sinon, c'est la deuxième pire franchise de la ligue en termes d'attaque. Il y a plus rien, quoi. Enfin, tu perds Embiid, qui est tout le temps blessé. Tu ramènes Paul George, qui a joué, je crois, 8 matchs, qui est plus devenu journaliste, podcasteur que joueur de basket, j'ai envie de te dire, au bout d'un moment. Notre buzz. C'est ça, quoi. C'est également la 3e plus nulle de la ligue, parce que t'as 42% au shoot sur un ensemble de matchs. C'est faible. Enfin, il y a un vrai problème offensif sur cette ils ont pas le pire record aussi des deux conférences là en ce moment. Là, peut-être avec Washington, mais c'est Washington, ils sont en 2-15, mais enfin, moi ils sont en 3-14, donc c'est pas non plus très glorieux. Moi j'ai quand même envie de commencer, les gars, par parler du leader, du MVP il y a 2 saisons, Joel Embiid. C'est quand même un personnage qui commence à poser problème. On va quand même recontextualiser. Il y a les Jeux Olympiques, il est champion olympique, mais il y a tout le folklore avec la France, il se passe tout ça. Il revient, il est pas en forme. Il y a les déclats avec ce journaliste avec qui ça a chauffé. Ils sont donc quasiment venus aux mains. Il fait des déclats. J'ai tout donné à cette putain de ville. On sait qu'en plus le public de Philly est un public assez tendre en général qui pousse vachement ses joueurs. Malgré le contexte de la ville de Craquette, quand même. Ouais, mais franchement, raison de plus, quoi. Ils ont que ça. C'est ça, franchement. C'est leur ADN, quoi. Ça marche bien aussi en foot US. Les Eagles, ça joue bien. Et justement, il y a cette pression-là parce que foot US, les Eagles étaient en finale du Super Bowl. De l'autre côté, ça se passe mal. Les gars, il y a quoi en tirer de Joel Embiid? Joel Embiid, je vous le rappelle juste, physiquement, bon, c'est cata. Il a annoncé qu'il ferait plus les back-to-back parce que physiquement, il tient pas, les gars. Est-ce que on va retrouver un jour Joel Embiid à 100%? Moi, je pense pas. En tout cas, pas 100% physiquement et mentalement aux Sixers. Je pense que ça va être très compliqué. Moi, je pense que l'histoire, elle commence avant les JO et c'est tout le cinéma qu'il nous a fait pour pouvoir jouer les JO avec les États-Unis, en fait. C'est clair. Du coup, il a forcé pour pouvoir les jouer. En fait, une fois que tu as pris la décision de forcer pour devenir américain, tu es obligé de jouer les JO. Tu peux pas déclarer forfait après, sauf qu'il était blessé cet été. Donc, il a fait tous les JO blessés et après, tu reviens en NBA, genre 2 semaines après de vacances. Bah ouais, ton corps, on savait déjà que c'était un mec plutôt fragile physiquement avec ses genoux et tout. T'arrives, c'est injouable. Après, le mec, il arrive, il déclare qu'il jouera plus jamais de back-to-back. Il a quoi? Il a 27 ans à tout casser, Joël? Non, 25, 26? 30. Ah, ok. Non, il a 30 ans déjà, Joël? Il a 30 ans, Joël. Ok. Même si je dois rajouter un truc, par rapport à tous ces pépins. Il a 30 ans. Je crois qu'il va sur ses 31. Déjà, t'arrives à 31 ans. Toujours pas de bague. Ouais, après ça te laisse le temps. Ouais, mais tu vois que là, déjà par rapport à sa condition physique, et même ce que j'avais envie de rajouter, c'est que le staff des Sixers sont ultra flous par rapport à ça. Il y a pas on sait qu'il est blessé, on sait qu'il y a une douleur au genou, mais ça fait 2 ans il a un problème au genou, et on sait pas exactement ce qu'il a, donc déjà t'es un peu stressé quand t'es fan, parce que tu sais pas exactement ce qu'il a, et quand tu le vois jouer sur le terrain, même les derniers matchs qu'il a fait, je crois qu'il a joué 4 matchs cette saison. Et j'ai l'impression de voir un camion, tu vois. Surtout, rappelez-vous aussi les playoffs contre New York l'année dernière. Il avait ses trucs aux yeux, là. Tu vois que dans les lancers francs, il regardait les étoiles. Puis même mentalement, tu fais bien d'en parler sur Robinson, là, où il va lui choper le pied pour le faire tomber. Qui craque. On sait qu'il est un peu fou, il a cette petite folie en lui, ce qui est appréciable quand c'est un show à l'américaine. Quand ça va bien, en fait. Ouais, c'est ça. Mais quand le sportif va mal, c'est même pas que le sportif va mal, c'est qu'il n'y a pas de sportif. Parce que 4 matchs, on arrive gentiment à la 20aine de matchs. Là, ça commence à devenir inquiétant. Heureusement, Philly est à l'Est, et à l'Est, bon, il y a la place, hein. Mais moi, je suis en train de me dire, est-ce qu'il n'est pas transférable? Est-ce qu'il n'y a pas un Daryl Morey peut pas essayer de monter un trade? Est-ce que le Philly en veut encore? Est-ce que lui veut rester à Philly? Jacques, tu penses qu'il peut être tradé? Moi, je pense qu'il y a 2 choses dans cette histoire. C'est que oui, il peut être tradé,
Mais après, est-ce que les fans de Philly, ils vont se retrouver dans une nouvelle situation où on va leur dire trust the process pendant 10 ans? Peut-être que les mecs, ils vont commencer à en avoir marre aussi, quoi. Donc, je pense que c'est un peu le risque du trade de tout perdre et de revenir à l'avant Embiid, où, bah, c'était une des pires franchises de la NBA, faut pas se mentir. Il y a le pire record. Bah ouais, c'est ça. En plus, moi, je trouve que actuellement, les autres trades pour entourer Embiid, ils sont mauvais, quoi. Une fois que t'as drafté Maxi, que t'as Embiid, il faut des mecs qui défendent, des mecs qui sont des 3&D, enfin des gars qui cherchent pas forcément à avoir la balle. Je trouve que le trade de Paul George, qui en plus est le mec le moins healthy de la ligue après Joel Embiid, quoi. Enfin, genre, ça fait un duo de blessés. C'est compliqué, quoi. Clairement. Et en plus, pour en venir, t'en parlais un peu, la mentalité de Embiid, c'est soit ça passe, soit ça casse. Moi, ça casse avec... J'aime bien le show, mais des fois, ça m'énerve beaucoup. Et il y a un truc que j'apprécie pas, notamment quand t'es ancien MVP, leader numéro 1 de ton équipe, tu dois montrer l'exemple. Je trouve qu'il la montre pas. Et qu'il est... comment dire, tu sais, il assume pas. Il assume pas ses responsabilités. Toujours, il cherche des excuses. Tu peux pas te permettre ça quand t'es numéro 1 d'une franchise. Et là, par rapport à, on va en parler, mais la fameuse réunion de crise des joueurs et staff, la première chose qu'il a dit, c'est le mec, putain, c'est une merde. Il veut pas accepter. Enfin, il y avait même, il avait dit après, oh, j'ai eu 2-3 retards, ça va. Tu peux pas dire ça. Si tu t'es censé montrer l'exemple, si ton lieutenant, en plus c'est même pas son lieutenant maintenant, parce que c'est Paul George, l'option 2, je pense. Sur le papier, en tout cas, sur le papier, ouais. ça. Qui fait une réunion et qui te le dit droit dans les yeux, mec, tu fais de la merde, il faut se remettre en question. Et surtout, quand on connaît le personnage de Maxi, c'est un mec qui a toujours la banane, qui est un peu à Liberton. C'est le mec qui est tout sauf problématique pour que Maxi en arrive là, pour qu'il dise, bon, Joël, tu commences à nous saouler, là, tu fous rien, machin. C'est vrai. Il y a un ras-le-bol global. Moi, j'ai quand même envie de... J'étais complètement d'accord avec ce que tu disais. Le choix Paul George, alors c'est pendant la free agency, donc quand tu dis que tu te sépares de Tobias Harris pour Paul George, même s'il y a les blessures sur le papier, t'es quand même content. Le choix Paul George, Lucas, est-ce que c'est le bon? Alors, l'avenir nous le dira. Est-ce qu'en tout cas, tu le trouves sexy, ce choix? Moi, j'adore Paul George, de base. Mais là, je sais plus à quel âge, lui aussi, il doit avoir vers les 30 ans. Ouais, 34, hein, je crois. Ouais. Là, tu vois, comme tu as dit, le mec le moins LC de la ligue. J'adore ses podcasts, hein, mais moi, c'est sur le terrain. 34. C'est sur le terrain que moi, je l'attends. C'est pas sur ses podcasts. Hein. Et là, lui aussi, c'est 8 matchs joués, 15 points de moyenne. Et pareil, tu le sens plus du tout dedans, quoi. Ouais, en plus, lui, il joue plus qu'Embiid, mais il joue moins bien que d'habitude. Depuis le début de saison, Paul George, je pense que c'est aussi dû au fait que l'équipe va très mal. Mais en tout cas, on voit pas le Paul George de Indiana, voire même de KC, quoi. Il n'arrive pas à revenir et on se dit allez c'est bon, Maxi en plus il s'est aussi pété, il a son sorte d'élongation au genou, on se dit putain on le perd, il revient, il joue quoi 3-4 matchs, même pas, direct. Hop, il repart de nouveau, il reprend le genou. Et je crois, je suis pas sûr, j'ai pas le contrat sous les yeux, mais il doit avoir un bon contrat. Ah bah oui. Et ça fout la haine d'avoir un joueur comme ça qui certes c'est de la free agency, mais tu lui donnes un gros contrat, il est pas là, il joue pas. Bah ouais, après ça te bloque pour faire d'autres trades, des trucs comme ça, quoi. Ça te cape. Sachant qu'ils en ont besoin. Ils en ont besoin, là va falloir faire quelque chose. Et moi je vous le dis, en tant qu'en plus fan des Sixers, il y a de bonnes choses malgré tout. Quand je vois Gershon, en plus nous on a la chance d'être français, de voir tout ce qui le Dancing Bear nous a fait avec le Real Madrid, avec la France, ça fait plaisir. Mais j'ai quand même du mal à me dire qu'on va dans le bon sens, quoi, parce que il faut qu'il se passe quelque chose. Est-ce que Daryl Morey va être quasi prêt à mettre sa tête à prix en se disant ok, je tente quelque chose et je fais sauter Joel Embiid et il va essayer de récupérer des tours de draft. Est-ce qu'il va construire le projet autour de Maxi? Et d'un côté, tu peux pas te dire je casse tout quand tu viens de signer Paul George, quoi. D'ailleurs, c'est ça le problème. Moi, Embiid, j'avais entendu une rumeur, c'est une rumeur. Hein. Il y a un truc avec les Bucks. Avec les Bucks. Avec les Bucks. Alors, attention, ça prend avec des pincettes, forcément, c'est des rumeurs. Je me dis, si ça va chercher des gens chez les Bucks, ça peut vraiment casser le... C'est à l'est, en plus. Donc, ça peut vraiment casser quelque chose. Pourquoi? Pour remplacer Yannis, tu déplaces le problème, quoi. C'est vrai, c'est trop bizarre. Mais Yannis, pareil, hein, j'avais entendu des rumeurs. Hein. Ouais, mais Yannis, parce que ça fait un moment qui était très mauvais aussi. Mais je pense ça va mieux, pas trade, là. Ouais. Non. Moi, franchement. C'est le seul de la franchise, je suis désolé. Ouais, attends, ça commence à être vieillissant, les Bucks. Mais, franchement, là où Yannis pour moi était quasiment intransférable, c'était plus dans l'idée de les bouger. Moi, je pense qu'Embiid, au bout d'un moment, on va en avoir marre. En fait, le truc, c'est que je pense que
là où Giannis, il y avait de la part des Bucks aucune envie de le transférer, c'était plus le joueur qui mettait la pression. Là, je pense que c'est pratiquement l'inverse. À mon avis, c'est limite les Sixers qui mettent la pression sur Joel Embiid en mode bon bah gars, si tu reviens pas en forme et que tu arrêtes pas de te blesser, bah tu es trade en fait. Je pense que c'est plus dans ce sens-là. Parce que tu as bien raison de parler du terrain. On peut en vouloir aux joueurs qui sont pas sur le terrain. Il y en a, ils sont blessés, on a du mal à leur gueuler dessus parce que l'attitude est parfaite. Oui, au bout d'un moment, le sport, c'est le sport. Zion, récemment, il s'est quand même calmé. C'est surtout le corps qui suit pas. Il se fait pas non plus lyncher. Là, Embiid, Lucas, il y a aucun des deux, quoi. Embiid, il n'y a plus rien. C'est ça, c'est le néant. Et un truc que je voulais rajouter, c'était, on en parlait par rapport au trade. Embiid, enfin, Giannis, c'est un transfert parce que déjà, il y a eu des résultats. Il y a eu une bague, entre guillemets, il y a eu des bons scores, mais Embiid, il n'y a rien. Et l'année dernière, jamais fait de finale de conf. L'année dernière, ça se fait sortir par New York. Grosse série, mais c'était quoi, au premier tour? Deuxième tour, quand même. Mais bon, il est blessé, il joue à moitié, il fait des fautes. Et en plus, le pire, c'est qu'il a toujours été bien entouré, je trouve. Franchement, t'as eu Butler avec Ben Simmons quand ça allait. Même si ça peut aller très longtemps. C'était pas allé très longtemps. Il y a eu une année bien. Ouais, c'est ça. Et surtout, tu te fais sortir par le shoot de Kawhi qui est terrible, qui est dingue. Mais t'as eu Butler, Simmons. Il y a eu l'année dernière, il y a 2 ans, il y a eu Harden. Oui, il y a Harden qui est avec Harris et Maxi, c'était une grosse team. Ça faisait plaisir. Tout le monde les disait favoris. Et surtout, enfin là tu parles de l'effectif, je suis d'accord avec toi Lucas, ils ont toujours un effectif taillé sur le papier pour le titre. Je vous la refais dans les grosses lignes sans parler des gros joueurs. Jared McCain est en train de devenir une tête d'affiche. Il y a Bousselé, il y a Caleb Martin qui a montré de superbes choses à Miami, André Drummond et les rebonds, Kyle Lowry, Kelly Oubre a été prolongé l'été dernier, Reggie Jackson, Eric Gordon. Enfin franchement les gars, il y a de la matière. Et Kenyon Martin aussi que j'aime beaucoup. Est-ce que Nick Nurse commence un peu à se perdre parce qu'il y a quand même de la matière? Moi, je trouve que c'est des très bons joueurs que tu viens de citer, mais je trouve qu'il y a quand même un problème, c'est que ça manque d'identité peut-être. Je suis d'accord. Je trouve que c'est beaucoup des noms de mercenaires là que tu nous as cités, genre Caleb Martin et tout. C'est des gars franchement que j'adore. Caleb Martin, si je l'ai dans mon équipe, je suis hyper content. C'est un super player. Ouais, mais je sais pas si c'est des mecs qui t'apportent vraiment l'identité Sixers, on va la jouer comme ça, les gars, faut respecter ces consignes du coach, le coach il veut qu'on joue de cette manière et tout. Je pense que c'est plus des mecs comme Tyrese Maxey ou McCain, il est un peu jeune, mais enfin c'est des gars tu vois qu'il faut former sur la durée. Le gars parfait pour faire ça serait Joel Embiid. Mais le problème c'est que bon, c'est peut-être le leadership peut-être qui pose aussi problème. D'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que quand on vous en avait parlé juste avant, je trouve que la réunion faite par Maxi, elle veut dire tellement de trucs parce que genre c'est lui qui prend la décision, alors que comme vous dites maintenant c'est le choix 2 voire 3. C'est lui qui se rend compte qu'il faut bouger un truc, c'est lui un peu l'âme des Sixers, c'est pas Embiid, c'est Maxi. Celui qui les tient encore en vie et qui propose un peu de choses, c'est lui. Ouais, c'est lui, déjà 37 points je crois. Ouais, c'est ça. Même il a enchaîné une perf à 39, mais sportivement les gars, déjà si tu regardes les dernières playoffs contre New York, le mec important, le mec qui te met les gros shoots, c'est Maxi. Et Maxi, ça fait quoi? Ça fait 2 ans qu'il pousse, qu'on le sent venir. Moi, je me demande vraiment si il n'est pas capable de devenir l'option 1 de cette équipe, Lucas. Tu penses qu'il peut la devenir? Tant qu'il y a Embiid, non. Ça, c'est sûr. Parce que forcément, tout est misé sur Embiid, trust de process, tout ça. S'il y a un trade, il deviendra automatiquement, parce que depuis 2 ans, tu as dit, c'est la machine à scorer. Le mec a une énergie de dingue à revendre sur le terrain. Il t'apporte tout. En plus, là, avec l'apport de McCain derrière, lui, parce que du coup, je pense qu'il va passer meneur, et McCain plus derrière, ça va le soulager. Parce que là, en l'état, Maxi, tu le regardais en début de saison, il devait jouer tous les balles. Moi, j'ai en souvenir le match contre Indiana où ça va en overtime. Franchement, il me fait de la peine, quoi. Il doit tout prendre. Caleb Martin, c'est quand même moyen. On sait que souvent quand ça joue sur Eric Spoelstra, le potentiel des mecs est tiré au maximum. C'est en train d'un peu nous le prouver parce que Martin a du mal. Il y a quand même de bonnes choses, les gars. J'ai envie qu'on parle de McCain et d'Yabusele qui donne le sourire. Ouais. Franchement, quand Yabusele, qu'est-ce que t'en penses là? Il vient de battre son record de points en NBA, il est 22. 22 points. Ouais. Il y a des trucs encourageants. Déjà oui, parce que en plus il joue dans un poste qui l'affectionne moins, je pense, de 5 en 5. Celui d'ailier fort. Il y a de la concurrence. Pivot, c'est compliqué. Enfin, en plus, en NBA, les pivots, en général, ils sont quand même tous très, 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 très grands. Gershon, il est
très fort, mais il a moins de taille pour prendre des rebonds et tout. Donc, je trouve qu'il est dans une situation très difficile. Et moi, franchement, j'ai l'impression qu'il fait le maximum avec ce qu'il a, quoi. Il est hyper propre, il met les points quand il faut, il défend bien. Il y a très peu de déchets. Ouais, et souvent sur le meilleur défenseur adverse en plus. Enfin, le meilleur attaquant, pardon. Donc, moi, je trouve que sa saison est très bonne. McCain, pour moi, c'est la surprise totale. Moi, j'avoue, les drafts, j'ai encore un peu de mal à suivre parfois tout ce qui arrive et tout. Donc, je l'ai découvert en voyant ses highlights, quoi. C'est TikTok, là. C'est hyper impressionnant. Il dit I'm the Rookie of the Year, là, au bout de 3 matchs. C'est pas fait encore. Attention, il y a un gars à LA qui tire pas trop mal aussi. Mais non, McCain, très impressionnant, très impressionné. Surtout, dans une équipe aussi peu en forme et avec un tel manque de confiance, être un rookie de cette petite envergure entre guillemets et arriver à faire ça, je trouve c'est pour revenir sur McCain, déjà c'était ce qu'on a dit, c'était pas du tout le plus attendu de la QV. Je crois il finit 17e. Ouais, j'avais 16 en tête, mais donc il finit assez loin. On l'attend pas trop parce que déjà 16e. Il se faisait vanner déjà parce que sur TikTok il est très actif, tu vois. Comme Paul George avec son podcast, mais je crois sur ses 5 derniers matchs, c'est 20 points de moyenne à 40%, le record à 30 points, son record de carrière à 30 points dans la victoire. D'ailleurs, c'était la dernière victoire des Sixers depuis. Il a 37 minutes de moyenne. Pour un rookie, quand même. C'est énorme. C'est balèze. Et bon, il y a les blessures forcément qui fait qu'il a plus de temps. Mais ce qu'il montre, ça peut que donner confiance pour la suite et lui laisser vraiment du temps pour jouer, quoi. Ouais, parce qu'il a de quoi s'exprimer et franchement, il a des pourcentages où parfois tu sens qu'il force un peu le trait. Normal. Mais voilà, il faut qu'il se trompe. Hein. C'est le but d'un rookie. Là, je viens de voir une petite stat contre les Rockets, il finit à 0 sur 7 à 3 points hier. C'était hier, ça. Bon, ok. Mais, non, c'est ça, mais il joue 41 minutes, quoi. C'est énorme. Cette stat, je la trouve folle. Même Yanis, au bout de 12 ans, il joue 35 minutes, pas plus, en saison régulière, et le mec, il a 40 minutes. Yabusele montre de superbes choses. Je suis complètement d'accord avec toi dans la propreté, dans ce qu'on lui donne, il l'exploite à 100%. Il y avait une frustration, c'est qu'il jouait pas les quatrièmes cartons. Ouais, parfois, ça d'ailleurs, il y a eu des tensions entre guillemets entre les fans des Sixers et des Knicks parce qu'il ne faisait pas beaucoup jouer. Au début, en début de saison, il était là tout le temps, et il y a eu une baisse un petit peu. Déjà, il y a Drummond qui est revenu face aux Rockets, donc ça va rebaisser. Mais c'est en tout, je crois, il a 26 minutes de moyenne, et il y avait une déclin des Knicks qui l'apprécie beaucoup, il le fait moins jouer, mais il l'apprécie beaucoup, il l'a toujours encensé en disant qu'il faisait très peu de déchets, notamment t'en as besoin quand t'as une équipe qui perd beaucoup la balle et qui m'en met pas derrière beaucoup. Donc il y a quand même une confiance envers Yabusele et je sais plus comment on prononce. Yabusele. Mais en plus, enfin, t'as raison, il l'adore, il est allé le chercher. C'est lui qui allait le chercher. Bien sûr, et surtout, bon, il a le salaire minimum, quoi. Ouais, donc, c'est ça, en plus l'avantage. Là, pour eux, c'est tout bénef. Moi, je me fais aucun doute, Gershon va trouver son contrat. Si c'est pas aux Sixers, ce sera ailleurs. Mais il apporte trop. Tu l'as dit, il est quasiment forcé à jouer poste 5. Gershon est un poste 4 pur et dur. S'il a toujours joué là, il a le physique fait pour. Il a pas un physique très NBA, très robuste avec ses grosses fesses, la Kylori, là, mais il s'en sert bien. Et c'est un des côtés cool de ces Sixers. C'est aussi ce qui nous pousse à les regarder. Mais autour, ça fait chier, quoi. Ouais, carrément. Moi, je voudrais revenir aussi sur Nick Nurse. Parce que moi, je l'ai découvert quand il était à Toronto, l'année du titre. Franchement, je reconnais plus du tout ces préceptes qu'il avait à Toronto. J'ai l'impression qu'il les a pas du tout ramenés à Philly, en fait. J'ai l'impression qu'il a complètement voulu switcher sur un basket de superstar qu'il avait pas du tout à Toronto. Enfin, sa star, c'était Kawhi, et c'est un peu le il y avait qu'une star, hein. Oui, et en plus, c'est tellement une star sur laquelle tu peux t'appuyer en disant, ça, c'est le genre de star à laquelle tu peux dire, dans notre équipe, il n'y a pas de star. C'est ce que je veux dire. S'il y a un gars où tu peux le dire, c'est Kawhi. Tu peux pas dire ça à Joël, là. Tu peux pas lui dire il n'y a pas de star. C'était le commentateur américain Stephen A. Smith qui avait dit que Kawhi c'était la pire superstar que la NBA a connue. Oui, mais parce qu'il est la meilleure en même temps. Oui, voilà. Surtout ça dépend ce que tu recherches, en fait. Parce que Nick Nurse avait très bien utilisé. Oui, exactement. Nick Nurse il y avait déjà des doutes l'année dernière qui avaient été émis par des journalistes et tout sur sa capacité à gérer l'équipe. Et est-ce qu'il est pas trop jeune carrément par rapport au potentiel que peut avoir les Sixers en playoff. Moi, c'est pas forcément son âge, parce que bon, tu vois des Joe Mazzulla, des mecs comme ça qui ont encore moins d'expérience que lui.
Il a évidemment en exergue son run fabuleux avec Toronto où il te ramène cette star qui est Kawhi, bam, 1 an, ils prennent un titre. Et tu l'as dit, les préceptes, c'était quoi? C'était la défense. Alors, t'avais Van Vliet en meneur qui faisait ce qu'il pouvait avec sa taille, mais Siakam, ça y allait à fond, les gars. Il n'y avait pas un joueur qui n'était pas à 1000%. Là, tu l'as dit, c'est un basket de star et c'est un basket qui s'oublie parfois. T'as un backcourt qui est quand même petit, même si Maxi s'investit à fond, il est quand même petit. Kyle Lowry, c'est petit. Kelly Oubre, ça défend pas non plus le plomb. Non, clairement pas. Donc, on sait que alors c'est au foot qu'on dit ça, mais les défenses te font gagner des titres, l'attaque des matchs. Mais en NBA, c'est vrai, quand tu vois les grosses équipes, les Warriors, alors oui, il y avait une superbe animation offensive, mais ça défend. Les Boston, c'est pareil. Est-ce que défensivement, le problème est pas là, Jacques? Pour moi, ça me paraît évident. C'est ce que tu rappelles. Enfin, on peut regarder les 15 derniers champions NBA, c'est des top 10 défense de la ligue. Tu peux regarder ils sont combien de temps en défense? Ça me paraît assez évident. Moi, j'ai le souvenir des Bucks en 2021. C'est vraiment leur défense de la peinture qui les rend si forts. J'ai l'impression que cette année, Philly, ils prennent 120 points par match, quoi. Je savourais, j'ai la stat dans toute la compétition, les 2 conférences, en termes de rebond défensif, parce que j'ai que ça, c'est la pire, c'est la dernière. Ils sont 30e. Ils sont 30e avec 28 rebonds de moyenne. Ouais. Bon, après, il leur manque Embiid, hein. Mais les stats Embiid, sont c'est là. très offensif, quand même. Hein. Oui. Embiid, c'est très offensif. Mais bon, il y a un truc qui est sûr, c'est que moi, si on veut se projeter sur la suite, parce que on reste quand même au début de saison, on n'a pas fait 20 matchs. La première place qualifiable en play-off, je parle pas du play-in, est à seulement 5 victoires. Tu es au play-in, ils sont aussi à 8, mais est à 5 victoires, mais donc tu as quand même un champ qui est assez faible, quoi, où tu as plein d'équipes, allez, on va dire des Knicks qui sont à 10 jusqu'aux Hornets à 6. Il y a le ventre mou de l'Est, ils peuvent remonter, quoi. L'avantage des Sixers, c'est que là, ils sont tombés sur une conférence Est qui est un all-time low, je dirais, quasiment. Donc, en fait, il y a 2 équipes, quoi, dans la conférence, dont les Bucks qui étaient un peu nuls en début de saison, et non, il y en a 3. Les Cavaliers et les Celtics. Après, c'est un peu le néant, quoi. Enfin, donc, en fait, j'ai l'impression, ils seront là. Ils seront au playoff. Mais, en fait, je me dis, si Philly, ils gagnent leurs 4 prochains matchs, ils sont 9e, quoi. Donc, je trouve que c'est pas le moment de s'inquiéter. Mais il faut se rendre compte que la saison va être dure et qu'il faut travailler là, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. C'était Paul George qui en parlait. Il a dit que lui, c'était des débuts très difficiles, mais qu'il était ultra confiant pour la suite. Et que si tout le monde bosse, il faut que Embiid soit là, et que lui aussi d'ailleurs, il y a moins de remontées. On l'a vu, les Bucks en début de saison, c'était limite si c'était 15e, 14e. Là, ils sont 5e en 9-9, tu vois. Tu peux remonter très vite à l'Est comparé à l'Ouest, qui est une jungle sans nom. Ouais, ça tu l'as dit, quand tu vois les bilans à l'Ouest et à l'Est, la différence est abyssale, c'est dingue. Moi, ce qui me pose problème, c'est que faut pas trop s'inquiéter encore. Il y a l'écart est mine de rien en train de se créer. Il faut mine de rien également créer un vécu collectif, parce que tu ramènes Paul George. Là, l'objectif des Sixers en ramenant Paul George, c'est au moins d'aller en finale NBA dans les 2-3 prochaines années. De toute façon, après ça, Paul George, il sera sur une jambe, hein, donc. C'était son dernier gros contrat. C'est son dernier contrat. Ouais. Ça, c'est sûr. Donc, est-ce que en l'état, tu te dis pas, tu vas pas tout faire péter, hein, de toute façon là, tu dois conjuguer avec ce que t'as. Est-ce que c'est pas le moment de te dire, putain, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? De toute façon, t'as plus qu'une chose à faire véritablement, c'est attendre le retour de Joël. Oui. C'est la saison, je pense, qui va définir le choix officiel du GM des Sixers, en fait. Si Embiid joue à peine, 20 matchs ou un peu plus, et qu'il n'y a pas de résultat, peut-être va falloir le faire sauter. Puis c'est quoi sa valeur aujourd'hui à Embiid? Parce que très bonne question. Sur le terrain, quand il est là, c'est un monstre. Il n'y a personne qui peut défendre sur lui. Il est 100% physique. S'il est là à 100% physiquement, ouais. Sinon, moi j'ai l'impression de voir un camion sur le terrain. Ouais. Et on connaît, il y a toujours des équipes qui croient. Donc je me doute que si demain Embiid était amené à être tradé, en fait, grosse valeur. Je trouve que les blessures ont rarement empêché des trades. Genre, on peut penser par exemple à KD au Nets, il arrive et pendant 1 an il joue pas, quoi. Son premier match, il le joue 1 an après. Donc moi je pense que ça freinerait pas le trade de Embiid. Après tu demandes sa valeur. Moi je pense que évidemment par rapport à sa saison MVP, sa valeur elle a beaucoup baissé maintenant. Ouais. Mais c'est un premier tiers. On le met dans le style des. Je pense quand même. Je pense qu'on le met dans le bas du
top tier, je pense. Il est derrière Giannis, Jokic, même Doncic, je pense qu'on peut le mettre devant, Shai, Edwards, peut-être Tatum, peut-être devant Edwards, je sais pas. Ouais, allez, on le mettrait devant. Et Edwards, c'est compliqué aussi la saison actuelle. Ouais. Donc, ça aussi. Il a du mal à confirmer, donc ouais, mais enfin oui, c'est un top 5 valeur NBA encore, je pense, NBA. Ouais, donc c'est qu'il y a quand même des choses à faire. Ouais. On va avoir le temps, limite, de se faire un deuxième rendez-vous dans quelques mois pour voir un petit peu. Les gars, vous voyez comment les choses, là, si Jacques et Lucas, je dois vous demander un pronostic. Dans 30 matchs, ils sont quoi? Ils sont 14e. Ouais. Où sont les Sixers dans 30 matchs? Le record, genre? À peu près. Ouais, je dis, ils sont en 4-13. Ils sont 3-14. Ils sont juste en dessous des 50%, je pense. Okay. Ils seront à genre l'équilibre, quasiment. Ouais, en 22, 23. Ok. Moi, je les vois un peu plus bas quand même. Franchement, il y a eu la réunion. Je pensais qu'à la réunion, il y avait un petit déclic. Mais comment tu veux qu'il y ait le déclic? Ils ont pas là, les mecs? Ouais, mais je me suis dit, faire un truc, tu vois. Mais je les vois un peu plus en dessous. Je les vois passer au play-in, ça c'est sûr. Je les vois pas aller en 6ème, aller au play-off. Vous imaginez même pas au play-in? Là, le choix est sûr, le choix doit être fait. Là, il faut dégager. Limite, si tu veux te la jouer comme ça, autant tanker et espérer Cooper Flag derrière, derrière, quoi. Non, mais ça, c'est carrément possible. C'est carrément une possibilité. Mais en fait. C'est trop tôt. Bah ouais. Vu le cap space et tout, enfin, genre, là, faut miser quand même sur la saison, quoi. Tu payes des mecs, je pense qu'ils ont un des plus grosses builds de NBA, donc maintenant, faut y aller, quoi. Et en tant que, tu es Philadelphie, tu es Sixers, tu ne peux pas tanker. C'est pas possible. Après, la défaite face à New York, t'as qu'une envie, c'est d'aller rechercher un truc, quoi. Tu peux pas te dire, cette saison, on tank. Avec, comme t'as dit, les contrats des joueurs, c'est impossible. Et ils auront jamais envie. Bah ouais. Embiid, quand il joue, il veut gagner. Il l'a toujours dit en conférence, si je suis sur le terrain, c'est pour gagner. Je le vois pas défendre. Je pense que Doncic, il y a 2 ans, lui aussi, il voulait gagner, et puis ils ont fini par tanker. Mais moi, je vous rejoins, les gars. Si je dois faire mon prono, je suis d'accord avec toi, Jacques. Je obligé de me dire qu'au bout d'un moment, il va y avoir quelque chose. Les mecs sont trop talentueux, sont trop forts, quasi à l'équilibre. Moi, je les vois finir la saison à 45 victoires. C'est beaucoup, mais bon, en même temps, ils sont 3-14. Quoi. Donc là, c'est là, falloir. J'ai pensé à mon prono et ensuite je me suis dit, putain, il va falloir qu'il gagne beaucoup de matchs. Parce que, ils ont gagné 3 matchs. Ouais, quoi. C'est ouf. Non, mais je pense dans tous les cas, je pense qu'ils gagneront des matchs, mais s'ils les gagnent, ils les gagneront à l'envie, quoi, à la hargne. Ils gagneront pas leur match de 30 points. Ça me paraît assez évident, vu l'état critique de l'équipe. Surtout vu comment le basket fonctionne en ce moment, où c'est tellement par des pushs, genre des séries de 3-4 paniers d'affilée, que si ton équipe elle est en manque de confiance, t'as beau mener de 28 points, je pense que les mecs ils savent que genre si tu joues contre Boston, en 4 minutes tu peux en prendre 16 et on le voit tous les soirs. C'est les tendances qui se... C'est carrément ça. Bon, on a fait le tour, les gars, sur les Sixers. Vous avez quelque chose, on est pas mal. Bon, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci, les gars.